À l'été 1977, la guerre des étoiles venait de commencer à casser la baraque. Rencontre du troisième type était prêt à sortir à son tour et son succès était pratiquement garanti. Le réalisateur, George Lucas et Steven Spielberg avaient décidé de prendre quelques jours de vacances afin de se reposer. Spielberg confia alors à son ami sa volonté de réaliser un James Bond, ce qui lui avait été refusé au prétexte qu'il s'agissait d'un privilège réservé aux natifs du Commonwealth. Lucas lui a alors proposé un projet bien plus intéressant selon lui, l'histoire d'un aventurier nommé Indiana Smith qui parcourait le monde à la recherche de précieuses reliques, un hommage au vieux pulp d'aventure des années 30, au BD de Picsou par Karl Barks, mais également à de vieux films de chasse au trésor comme Les mines du roi Salomon ou Le secret des Incas avec Charlton Heston. Spielberg apprécia l'idée mais exigea quelques modifications comme le nom du héros qui devint Jones pour ne pas trop rappeler le Nevada Smith avec Steve McQueen, ou ses motivations puisqu'il passa d'un playboy qui traquait les reliques pour les vendre à un vrai archéologue qui, bon, certes détruit entièrement un temple millénaire beaucoup plus intéressant historiquement que la Babylone au Nord qu'il contient, mais il donne ce qu'il trouve à un musée donc ça va en fait. Après le bide de sa comédie 1941, sortie en 1979, Spielberg décida de s'atteler aux aventuriers de l'Arche perdue, dont il espérait bien qu'il l'aiderait à retrouver la pleine confiance des studios. Je ne vous apprends rien en vous disant que ça a été le cas, le film a fait un tabac, et a été suivi par un deuxième, dès 1984, Indiana Jones et le Temple Maudit, qui, à l'instar de l'Empire contre-attaque, se voulait beaucoup plus sombre que le premier, notamment parce que Lucas, le scénariste, vivait un divorce très difficile, ce qui se ressent un petit peu dans le film. Vous êtes puant d'orgueil, oui puant, je ne suis pas si facile que ça. Ni moi non plus, figurez-vous. L'ennui avec vous, cher Willy, c'est que vous avez l'habitude qu'on fasse vos 4 volontés. Mais également parce que Spielberg sortait juste de la très mauvaise expérience de La Quatrième Dimension, le film, qui n'avait pas très bien marché et dont le tournage avait entraîné la mort d'un acteur et de 2 enfants qui avaient littéralement été déchiquetés vivants par les pales d'un hélicoptère, ce qui avait valu à Spielberg des accusations de négligence qu'il avait très mal vécues. Ce second film a à son tour bien fonctionné, moins que le premier certes, ayant notamment été accusé d'être beaucoup trop sombre. Je vois pas pourquoi, Ce qui a poussé Spielberg à donner un ton beaucoup plus léger au troisième volet, La Dernière Croisade, sorti en 1989. Trop. Je sais que beaucoup de gens le considèrent comme le meilleur, mais moi je le trouve vraiment trop comique et enfantin par rapport aux autres. On n'a jamais peur pour les personnages, tout est prétexte à faire des vannes, mais même le nom du héros est une blague. On a appelé le chien Indiana. Peut-on rentrer s'il vous plaît, maintenant? Le chien? Tu t'appelles comme le chien? Bon, je pense qu'il n'était pas très utile de vous présenter cette trilogie, elle a eu un impact extrêmement important dans la culture populaire, et c'est probablement une des sagas les plus célèbres de son époque, au point d'avoir intéressé toute une génération à l'archéologie, comme le fera Jurassic Park des années plus tard vis-à-vis de la paléontologie. D'ailleurs, histoire de vous raconter ma vie, moi-même, en entrant en fac, j'ai pris archéologie en option, et je me doutais que ce serait pas non plus le summum du fun, mais On assiste à un rayonnement de la culture urrutéenne. Des villes entières sont édifiées selon un plan endamié, hippodamien. Mais bref, comme toutes les grosses franchises de l'époque qui ont bien marché, il fallait obligatoirement en faire des produits dérivés. Alors, on a évidemment eu des jouets, des jeux vidéo formidables pour l'époque, mais incroyablement frustrants selon les standards d'aujourd'hui. It's a chain with one end looped through the door loop. I can't lift the whole thing at once. Mais également une série télévisée, qui est le sujet de la vidéo en fait. Alors vous le savez sans doute, mais George Lucas a toujours été un pionnier en termes de nouvelles technologies, que ce soit pour le cinéma ou pour le jeu vidéo, avec LucasArts, la branche spécialisée de Lucasfilm qui a produit énormément de jeux cultes. Et justement, Lucas s'intéressait au potentiel de l'informatique dans le domaine de l'éducation, ayant toujours été un très mauvais élève et percevant l'enseignement américain comme complètement en retard sur son temps. Du coup, Lucas envisageait au départ que chaque épisode soit enregistré sur CD-ROM. Des éléments d'image auraient été cliquables et contiendraient des informations sur le contexte historique de l'épisode. C'est un CD-ROM interactif. Regardez, il suffit de toucher l'écran pour choisir ce que tu veux qu'il te raconte. Et le tout aurait pu être acheté par les écoles du pays. Bon, il s'est rapidement rendu compte que, pour l'année 1990, c'était peut-être un poil trop ambitieux, et trop cher aussi. Du coup, son idée, au départ appelée A Walkthrough 20th Century History with Indiana Jones, est donc recyclée en une série beaucoup plus conventionnelle appelée The Young Indiana Jones Chronicles. Si la série présente un Indiana Jones jeune, ce n'est pas parce que Harrison Ford était beaucoup trop cher, mais parce que cela constituait selon Lucas une excellente occasion de faire figurer nombre de personnages historiques fameux de la période, tels Pablo Picasso, Teddy Roosevelt, Eric von Stroheim et même Laurence d'Arabie.
Tout ça pour dire que la série n'avait pas vocation à être une simple série d'action. Lucas entendait instruire les enfants sur l'histoire du XXe siècle, tout en les divertissant. Families can watch this together because it appeals to young people, it appeals to older people, and you can share a historical educational experience. Est-ce qu'il a réussi ou est-ce qu'il a échoué lamentablement comme environ 90% des machins qui affirment qu'on peut apprendre en s'amusant? Bon, on verra. Lucas a donc réussi sans aucune difficulté à vendre son concept à la chaîne ABC. Enfin, quelle chaîne aurait refusé une série Indiana Jones en même temps? Ils ne savent pas de quoi ils ont hérité. Et a pitché énormément d'ébauches pour des scénarios. Scénarios qu'il n'aurait pas écrit lui-même, puisque d'une part ça fait beaucoup trop de travail, et on sait que Lucas sait imaginer des univers attractifs, mais en termes de dialogue, il a toujours été nul, ça, même lui en était conscient. Je n'aime pas le sable. Il est grossier, agressif, irritant. Il s'insinue partout. Du coup, plusieurs scénaristes ont travaillé sur la série, comme Frank Darabont, connu alors comme scénariste de Freddy 3 ou La Mouche 2, mais qui plus tard a réalisé ça, je sais pas si ça vous parle. On trouve également Terry Jones des Monty Python, et même Carrie Fisher pour le sympathique épisode Paris 1916. Se posa alors la question du casting. Sans doute pour couvrir plus d'événements réels, la série se déroule sur 2 époques différentes. Enfin, 3 en réalité, mais on en reparlera. Une première entre 1908 et 1910, montrant un Indy enfant accompagnant son père dans ses voyages autour du monde, et une seconde entre 1916 et 1920, le montrant adolescent, vivant sa vie de son côté, participant à la guerre des tranchées, puis devenant espion, etc. Il fallait donc 2 acteurs pour incarner le personnage. Pour la partie adolescente, c'est naturellement un River Phoenix qui avait campé le personnage dans l'ouverture de la dernière croisade, que Lucas pensait en premier, mais celui-ci refusa, ne voulant pas travailler à la télé. Des rumeurs évoquèrent également Jason Connery, le fils de Sean Connery, ce qui aurait été plutôt pertinent, mais c'est finalement le débutant Sean Patrick Flanery, 27 ans, qui hérita du rôle. Et pour la VF, ils auraient pu reprendre Mathias Kozlowski comme dans la dernière croisade, mais non, ici c'est Jean-Philippe Puy-Martin, la voix de Tom Hanks qui l'a doublé. Indiana Jones de Princeton, New Jersey. Pour le Indy enfant, c'est un certain Corey Carrière qui avait fait quelques figurations dans des films comme Les Sorcières d'Eastwick, qu'il interpréta, et qui fut doublé en français par un comédien enfant que je n'ai pas réussi à identifier. Enfin, Lucas voulait également un narrateur qui prendrait l'apparence d'un Indiana Jones âgé, physiquement très inspiré de John Ford et évoluant dans le présent. Enfin, le présent de 1992 du coup. Et qui à chaque épisode trouve un pauvre gars qui n'a rien demandé pour lui raconter une aventure qu'il aurait vécue étant jeune, comme un épisode de Papy Grenier en fait. Oh, les enfants! Oh, vous sentez encore plus mauvais que d'habitude, dis donc! Papy, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais gardien dans un asile de moches? Ah non, pas celle-là! Et pour jouer ce personnage plutôt comique, Lucas proposa à Harrison Ford de reprendre son rôle et de se faire maquiller en vieux, mais celui-ci refusa. Le rôle échut donc à un certain George Hall, Canadien de 76 ans, vétéran de Broadway, qui devait donc être maquillé pour ressembler à un Indy nonagénaire. Et en VF, il est doublé par l'excellentissime André Valmy, la voix entre autres de George C. Scott ou Robert Shaw. Je suis venu au monde de l'autre côté du fleuve, dans le New Jersey. Eh oui, le 1er juillet de l'année 1899. Ah, tisane de tisane. Du côté des personnages secondaires, le professeur Henry Jones Senior n'est évidemment pas joué par Sean Connery, faut pas déconner non plus, mais par là encore un quasi inconnu, Lloyd Owen, avec des lentilles de contact marron. Quand ils ne les ont pas oubliés, j'ai l'impression. Qui, chose amusante, est donc le 3e acteur à avoir joué ce rôle, puisque là, dans le prologue de la dernière croisade, ce n'est pas Sean Connery qu'on voit, bien que la voix soit la sienne. La préceptrice d'Indy par Margaret Tisack, qui, bon, certes a joué dans 2001 et l'Orange Mécanique de Kubrick, mais ça relevait plus de la figuration, et Rémi Baudouin, le frère d'armes belge de Indy, par Ronnie Cooter, un comédien belge qui avait fait pas mal de théâtre comique. On notera que prendre un Français pour jouer un Français dans un film à 20 millions de dollars, c'était manifestement infaisable. Par contre là, ils ont bien pris la peine d'aller chercher un vrai Belge. Madame Suzette a eu l'extrême gentillesse de m'inviter à venir boire le café chez elle. Bon, le casting principal ne vend pas forcément du rêve, mais c'est surtout au niveau des invités que Lucas a sorti le carnet d'adresses. On peut voir entre autres Christopher Lee, Max von Sydow, Ian McDiarmid, Michael Gough, Jean-Pierre Castaldi et même un tout jeune Daniel Craig. Donc on a presque eu le crossover James Bond Indiana Jones. Ah, et bizarrement, Paul Freeman, l'interprète du méchant du premier film, revient ici mais joue un rôle complètement différent. Le monde est petit, professeur Jones. Trop petit pour nous deux, en tout cas. Sachez également que Clint Eastwood aurait reçu une offre de 10 millions de dollars pour jouer le frère aîné d'Indy, mais l'a refusé. Le personnage est donc resté fils unique.
Si George Lucas n'a pas réalisé lui-même les épisodes, il a en revanche supervisé le montage et la post-production, et c'est là que la série a vraiment eu un grand impact, puisqu'elle aura constitué une très bonne occasion pour la société ILM d'expérimenter de nouvelles techniques en matière d'images de synthèse, que ce soit les incrustations de décors ou la multiplication de figurants pour créer des foules. Lucas a apparemment pris énormément de plaisir à superviser tout ça, puisqu'il a déclaré qu'il n'avait plus été aussi heureux et impliqué dans un projet depuis sa sortie de l'université. Et de fait, c'est cette série, ainsi que Jurassic Park, sortis pratiquement au même moment, qui ont poussé Lucas à se pencher sur l'idée de la prélogie Star Wars, en lui faisant comprendre que les CGI étaient désormais prêts à matérialiser ses visions. Cependant, lorsque le pilote de la série, intitulé La malédiction du chacal, fut finalement diffusé en mars 1992, Lucas fut très déçu. D'une part des publicités de la chaîne, qui vendaient la série comme un truc bourré d'action dans la droite lignée des films, mais également des retours critiques. En fait, la plupart des critiques ont loué l'idée, mais ont critiqué le rythme de l'épisode. Et je peux pas vraiment leur donner tort. Enfin, le but d'un pilote, c'est de présenter les personnages et le style de la série. Donc Lucas avait décidé d'en faire un genre de téléfilm de 1h30, 2 fois plus long qu'un épisode classique, dont la première moitié exposerait le Indy enfant en visite en Égypte avec son père, et la seconde son pendant adolescent embarqué en pleine révolution mexicaine. Et ça c'est pas terrible, puisqu'on a vraiment l'impression de voir 2 épisodes qui auraient pu être sympathiques, collés ensemble de force. Pourtant c'est pas représentatif de l'ensemble de la série. En fait, la qualité des épisodes est, je trouve, extrêmement variable, dû en partie à l'intérêt qu'on peut porter à la période historique visitée. Par exemple, moi, les tranchées, je m'en fous un peu. Par contre, un épisode sur la Révolution russe, là, tu m'intéresses. Mais il y a également la compétence des réalisateurs employés qui entre en jeu. Lesquels? Les meilleurs. On peut y trouver des noms assez fameux, comme Terry Jones, déjà évoqué, ou encore Joe Johnston, le réalisateur de Chérie, j'ai rétréci les gosses, ou le français René Manzor, qui signe avec Verdun 1916 un épisode considéré comme l'un des meilleurs de la série. D'ailleurs, on peut y apercevoir Patrick Fleurheim, que vous connaissez sans doute comme la voix française de Michael Douglas, mais également Francis Lalanne. Grosso modo, je dirais que les épisodes mettant en scène le Indy enfant sont clairement les plus faibles, puisque très souvent bâtis sur le principe de « Oh bah c'est Indy, il va dans un pays avec son père, oh il fait des bêtises et il se fait engueuler, c'est rigolo !» Ou alors, il rencontre un autochtone qui lui explique comment on vit dans son pays, à la fin ils doivent se quitter, c'est triste, mais voilà, c'est magnifique. Du côté de la version adolescente, c'est déjà beaucoup plus varié et plus intéressant. On trouve pas mal d'épisodes en mode film de guerre, un double épisode en mode film noir avec gangsters et chanteurs de jazz dans un Chicago enfumé, et plusieurs en mode espionnage. Espion? Vous voulez dire comme James Bond? Non, moi j'étais un vrai espion pendant la guerre. Ainsi que quelques petites excentricités, parfois un petit peu trop excentriques. Enfin, disons qu'il y a un épisode qui s'appelle Transylvanie 1918, et ouais, c'est exactement ce à quoi vous pensez. Dépêchez-vous! Vite! On a aussi quelques épisodes beaucoup plus orientés comédie, se reposant souvent sur le succès d'Indy auprès des femmes. Oui, alors, si vous trouvez le personnage un peu misogyne dans les films... Tu vois l'ennui avec cette femme, c'est qu'elle adore faire du bruit. C'est pareil ici, voire pire en fait. Il change de copine sans arrêt, même si certaines semblent vouloir se caser définitivement avec lui. D'abord, nous aurons Henry Jones, 3e du nom. Ensuite, 2 ans après Sally... N'a aucun problème avec le fait de se taper des femmes déjà en couple. Éducation de merde! Et il y a même un épisode où il tente de sortir avec 3 femmes en même temps sans se faire choper. Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Bon ok, il est puni à la fin, mais quand même, c'est censé être le héros quoi. Globalement, la série est tout à fait valable, mais les audiences n'ont pas vraiment suivi, le public n'ayant vraiment pas aimé le ton éducatif un peu bancal. Le grand sphinx égyptien a été construit aux environs de 2500 ans avant Jésus-Christ. D'accord, alors ça c'est super, sinon... Puisque les parties instructives semblent parfois insérées au chausse-pied dans les épisodes, et les personnages présentés à l'écran ne ressemblent parfois qu'à de grossières caricatures de ce qu'ils étaient réellement. J'avais pensé fomenter une révolution artistique dans le mouvement, la musique, la couleur. Mais votre performance ridicule a réduit tous mes nobles espoirs en poussière. Monsieur Diaghilev. C'est l'ordre ancien qui triomphe. Tout ça parce que vous ne cessez d'y gigoter. And the Oscar goes to... Et puis les Américains n'ont vraiment, mais alors vraiment pas aimé le vieil Indy jugé trop ridicule. Et ça peut se comprendre. Quand tu passes de ça... Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp.
Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Ah ça... Non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire rater la fin de l'épisode. Oui, je sais. Voilà. Ah, il faut que je sache si... Ralph est bien l'amant de Maud. Même s'il reste quand même assez badass pour son âge. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Si jamais tu ne fais pas tout de suite des excuses en règle à cette gentille vieille dame. Et contrairement à Sean Patrick Flanery qui a vraiment essayé de calquer son jeu sur celui d'Harrison Ford, George Hall a déclaré qu'il avait essayé de jouer un Indy qui aurait complètement changé avec l'âge et qui se ficherait un peu des convenances. Bref, les audiences n'ont pas suivi à tel point que ABC a complètement lâché la série au bout de 2 saisons. Lucas a bien essayé de maintenir l'intérêt du public, notamment en allant chercher Harrison Ford pour servir de narrateur lors d'un épisode, interprétant un Indy cinquantenaire barbu. Bon, c'était surtout parce que Ford tournait dans Le Fugitif au même moment et ne pouvait pas se raser. Cela dit, ils auraient vraiment dû garder la barbe dans le 4, je trouve. Et même si c'est plaisant de revoir l'acteur, bizarrement doublé en VF par Claude Giraud, comme dans le premier film, et non pas par Richard Darbois, Ford a tourné ça en une journée et ça se voit un peu. Hein. Ford qui se bat dans un film, Ford qui se bat dans l'épisode. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Mais malgré ces tentatives, ABC a tout lâché sans même diffuser tous les épisodes. En 94, la chaîne Family Channel accepta de diffuser une suite à la série sous forme de 4 téléfilms de 1h30 chacun, mais ce fut tout. De ce fait, de nombreux concepts d'épisodes que George Lucas avait imaginés ne virent jamais le jour. Parmi eux, on trouve un épisode qui aurait dû montrer la rencontre de Indy avec son futur rival René Boloche. Belloc. Ou encore un autre où on aurait pu voir comment il était devenu le disciple du professeur Abner Ravenwood, personnage mentionné dans le premier film mais jamais apparu physiquement à l'écran. D'ailleurs, je me demande si on y aurait vu aussi sa fille Marion avoir une relation avec Indy à l'âge de 15 ans. Quoi? Vous saviez pas? Mais oui, quand elle disait ça dans le film, c'était pas une façon de parler. Je n'étais qu'une gosse, j'étais amoureuse de toi. Et tu en as profité, espèce de lâche. Tu savais très bien ce que tu faisais. Indiana avait environ 25 ans, et elle 15. Ouais, ça donne une toute autre saveur à leur relation tout à coup, hein. Indiana Jones qui se tape des adolescentes comme le premier youtubeur venu. La série est peu à peu tombée dans l'oubli, mais quel est son héritage? Alors, hormis un jeu vidéo célèbre pour sa médiocrité... On peut quand même relever que Lucas ne s'est pas gêné pour recycler quelques idées dans le 4ème film sorti en 2008. Hormis quelques références à la série de ci de là... En fait, j'ai été kidnappé. Par Pancho Villa. Il se battait contre Victoriano Huerta. Vous aviez quel âge? À peu près le tien. Général Villa! Général Villa! Je veux pas rentrer. Je veux absolument rester ici. Et me battre pour la révolution. D'abord, nous aurons Henry Jones, 3e du nom. C'est ton fils. Mon fils? Henry Jones 3. On peut noter que c'est le caméo d'Harrison Ford qui aurait donné à Lucas l'idée d'un Indy cinquantenaire évoluant dans les 50s. Les crânes de cristal auraient dû faire l'objet d'un épisode qui n'a jamais été tourné. On note aussi, et je pense que c'est l'une des choses qui a le plus déplu aux gens dans ce film, l'idée de la série d'avoir un Indy un peu déraciné, qui n'aurait pas très bien vieilli, qui ne comprendrait pas vraiment les nouvelles générations, a été reprise dans le film. Pourquoi tu l'as laissé abandonner ses études? Et autant je trouve ça très logique, compte tenu de l'âge de l'acteur et du personnage, autant ça le décrédibilise quand même pas mal. Comparez donc ces scènes d'introduction dans les premiers films, regardez comme il a la classe et tout, et dans le 4ème. Tant qu'on y est, je profite pour faire un aparté sur le royaume du crâne de cristal. C'est hors sujet, mais c'est ma vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, il est moins bon que la trilogie originale. Oui, le scénario est parfois confus, et oui, la photographie est surprenamment moche pour un film de Spielberg, mais le film n'est pas non plus une merde. La plupart des idées jugées ridicules, comme la fameuse bombe atomique, sont tout à fait cohérentes, replacées dans le contexte d'un hommage aux séries B des années 50. Le personnage de Mutt est très sympa, et je trouve que Spalko est le meilleur méchant de la saga. Je comprends qu'il est déçu, c'est même tout à fait normal, mais... Bon, pire que Prometheus, sans déconner. Vous demandez peut-être pourquoi vous ne connaissez pas cette série, ou alors juste de nom. Eh bien, autant elle est un peu renommée outre-Atlantique, autant il y a eu un certain phénomène qui a empêché ses rediffusions en France.
Je ne l'ai jamais comprise. En fait, après l'arrêt de la série, Lucas a décidé de remonter tous les épisodes pour les transformer en téléfilms de 1h30 au lieu d'épisodes de 45 minutes. Et bon, les 4 téléfilms produits originellement dont j'ai déjà parlé, qui servaient de saison 3, étaient déjà assez mal rythmés, puisqu'il y avait toujours une cassure au milieu avec un changement d'environnement qui laissait clairement deviner qu'il s'agissait à la base de 2 scripts distincts qui auraient été collés ensemble. Mais là, on parle d'épisodes complets, écrits, tournés et montés, qui ont été greffés l'un à l'autre ensuite. Et ça donne un truc à la fois très artificiel et assez chiant. Lucas aura bien tenté de tourner de nouvelles scènes pour lier les deux, mais ça ne corrige pas le problème. En plus, ils ont viré les scènes avec le vieil Indy, ce qui est quand même extrêmement irrespectueux pour George Hall. Je sais que Lucas a l'habitude de ce genre de magouille, mais bon. Et du coup, les épisodes avaient déjà été doublés en français et diffusés, et je pense que le distributeur français n'avait vraiment aucune envie de les faire redoubler ou de remonter la VF existante en rappelant les comédiens pour doubler les rustines. Mais du coup, à moins que Lucasfilm ne fasse machine arrière ou qu'un distributeur ne sorte des DVD français en VO uniquement, ce qui serait un suicide commercial, parce qu'on parle quand même d'une série pour enfants à la base, bah il est probable que la série ne ressorte jamais en vidéo chez nous. Les extraits que j'ai utilisés proviennent d'une rediffusion de la série sur la 4, avec son montage original, et vous pouvez facilement mettre la main dessus. Bon, du coup, on peut au moins se dire que, contrairement aux anglophones, on peut encore profiter de ces anciens montages, et c'est comme ça que je vous conseille de découvrir cette série si elle vous intéresse. Tous les épisodes ne sont pas bons, ceux avec Indy enfant sont parfaitement dispensables. Néanmoins, plusieurs valent clairement le détour, notamment Verna 1916 et l'excellent Petrograd 1917. La série permet également quelques éclaircissements intéressants sur les événements qui n'étaient que suggérés dans les films. Le téléfilm L'œil du Pan nous présentant par exemple les débuts de la quête du diamant que Indy finit par retrouver dans l'introduction du Temple Maudit. Mais surtout, plusieurs épisodes nous permettent de beaucoup mieux saisir la relation très houleuse entre Indy et son père, qui se sont quittés avec perte et fracas en 1919 pour ne se réconcilier que 20 ans plus tard dans la dernière croisade. Father. Very well. That's what you want. Dad. Close the door behind you when you leave, Junior. En réalité, j'ai été un père merveilleux. Quand? T'ai-je jamais dit d'aller au lit, de manger ton pain, de te laver les oreilles, de faire tes devoirs? Non, j'ai respecté ton intimité et je t'ai enseigné la confiance en soi. Ce que vous m'avez appris, c'est que j'étais moins important pour vous que des types qui étaient morts depuis 500 ans dans un autre pays. Et je l'ai si bien appris qu'on n'a pratiquement pas parlé en 20 ans. En plein montage de cette vidéo, il a été annoncé officiellement que le 5e film de la saga débutait son tournage. Et vu la filmographie assez sombre et crépusculaire du réalisateur choisi, certains ont spéculé sur une possible mort du personnage, histoire de tourner définitivement la page. Et ça impliquerait donc de décanoniser complètement la série, comme pour l'univers étendu Star Wars. Et c'est un peu triste, je trouve. Certes, j'ai passé toute une vidéo à vous expliquer que la série était pas extraordinaire et pas au niveau des films, mais elle mérite quand même un certain coup d'œil, au moins partiellement. Et concernant Star Wars, ils n'ont décanonisé que les bouquins et les BD, et pas les séries produites officiellement par Lucasfilm. Et même si je pars plutôt défaitiste pour ce film, après tout ça reste Disney, et Harrison Ford est beaucoup trop vieux, rendez-vous compte, il est plus vieux maintenant que ne l'était George Hall quand il a tourné ça, quoi. Sa place, c'est dans un musée. La tienne aussi. Bah, je sais pas, le réalisateur est plutôt bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, on verra bien. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, à liker, à vous abonner, éventuellement à me suivre sur Twitter si ça vous intéresse, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo.